Deux garçons de 13 ans sont assis face à des détectives dans des salles d'interrogatoire séparées. Ce sont des jumeaux identiques. L'un d'eux vient de commettre un meurtre brutal. L'autre ne sait rien. Mais leurs empreintes génétiques sont absolument identiques. Même la science ne peut pas les distinguer. Et pendant que les enquêteurs cherchent désespérément la vérité, le véritable tueur est convaincu qu'il vient d'exécuter le crime parfait. Si cette affaire vous captive autant qu'elle nous fascine, pensez à vous abonner à Les Carnets Cachés du True Crime et à laisser un like sur cette vidéo. Nous plongeons dans les affaires criminelles les plus complexes et troublantes, et votre soutien nous permet de continuer à vous apporter ce contenu. Il est 2 heures du matin dans le petit village de Fairfax, Ohio. La plupart des résidents dorment paisiblement dans leur lit. Mais cette nuit, un garçon de 13 ans est éveillé. Il ne peut pas dormir. Pas parce qu'il est anxieux ou malade. Mais parce qu'il a pris une décision. Cette nuit, il va devenir un tueur en série. Pendant des années, ce garçon a consommé du contenu sur le true crime de manière obsessionnelle. Il a étudié les méthodes des tueurs les plus notoires de l'histoire. Il a regardé d'innombrables vidéos sur YouTube, absorbant chaque détail technique, chaque erreur commise par ceux qui se sont fait prendre. Il connaît les noms par cœur. Ted Bundy. Jeffrey Dahmer. Les monstres qui ont terrorisé des générations entières. Et maintenant, il veut rejoindre leur rang. Mais il y a une pression temporelle. Sa famille s'apprête à déménager dans une semaine. Cette maison, ce quartier, cette opportunité, tout cela va disparaître. C'est maintenant ou jamais. À 2h30 du matin précisément, le garçon se glisse hors de son lit. Il sort de sa maison sans faire de bruit. La destination se trouve à moins de 10 pieds de distance. La maison de sa voisine. Une femme âgée qui vit seule. Sheila Tempene a 64 ans. Elle ne sait pas que son voisin adolescent a passé des mois à planifier sa mort. Le garçon entre dans la maison. Il a préparé ce moment. Il enfile une paire de gants, un détail qu'il a appris sur YouTube pour éviter de laisser son ADN sur la scène de crime. Il se déplace silencieusement à travers les pièces sombres, son cœur battant probablement la chamade, l'adrénaline inondant son système nerveux. Il approche de la chambre où Sheila dort. À 2h40, il commence à l'étrangler. Mais la réalité du meurtre est très différente du fantasme. Malgré tous les mois de préparation, toutes les vidéos regardées, toutes les recherches effectuées, il réalise rapidement que prendre une vie humaine est bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Sheila se réveille. Et elle se bat pour sa vie. La femme âgée frappe le garçon avec ses poings. Ses ongles griffent violemment son visage, déchirant sa peau, laissant des marques profondes. Le sang coule. Mais le garçon ne s'arrête pas. Quelques minutes plus tard, Sheila Tempene est morte. Tuée par un enfant. À 3h15 du matin, le garçon est de retour dans son propre lit, comme si rien ne s'était passé. Il ferme les yeux. Peut-être dort-il. Peut-être reste-t-il éveillé, rejouant la scène dans sa tête, comparant l'expérience à ses fantasmes. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il a laissé quelque chose derrière lui. Une erreur. Une montre tombée pendant la lutte, maintenant coincée sous le corps de sa victime. Cette montre va devenir la pièce à conviction qui va tout faire basculer. C'est dimanche matin, le 7 novembre 2025. Il est un peu plus de 11 heures. Dans le village de Fairfax, beaucoup de résidents rentrent de l'église. C'est une communauté tranquille où tout le monde se connaît, où les crimes violents sont pratiquement inexistants. Le dernier meurtre remonte à plusieurs années. Mais aujourd'hui, tout va changer. Le département de police de Fairfax reçoit un appel au 911 qui va glacer le sang des opérateurs. Au bout du fil se trouve Daryl Tempene, un homme de 61 ans. Il appelle au sujet de sa sœur. Sa voix tremble lorsqu'il prononce les mots que personne ne veut entendre. Il pense que sa sœur a été assassinée. L'opérateur du 911 essaie de le calmer, pose les questions standards. Mais quelque chose dans la certitude de Daryl est troublant. Il n'a pas dit qu'il pense que sa sœur est morte. Il n'a pas dit qu'elle ne respire pas. Il a spécifiquement dit qu'elle a été assassinée. Comment peut-il être si sûr? Les premiers intervenants arrivent rapidement sur les lieux. Ils ne savent pas encore qu'ils sont sur le point d'entrer dans une scène de crime soigneusement mise en scène. Ils ne savent pas non plus que le tueur se trouve à quelques mètres seulement, observant probablement leur arrivée depuis sa fenêtre. Les ambulanciers et les officiers de police franchissent le seuil de la maison de Sheila Tempene. Ce qu'ils découvrent confirme les pires craintes de Daryl.
Sur le lit se trouve le corps de Sheila. Elle est partiellement vêtue. Il est évident qu'elle est décédée depuis plusieurs heures déjà. Un oreiller a été placé sur son visage. En inspectant la maison, les officiers remarquent des détails étranges. Il y a des produits nettoyants partout. Du peroxyde d'hydrogène. Des produits chimiques de nettoyage en quantité inhabituelle. Quelqu'un a tenté de nettoyer la scène. Au premier coup d'œil, certains officiers se demandent s'il pourrait s'agir d'un suicide. Rien ne semble avoir été volé. Il n'y a pas de signes évidents d'effraction. La porte était ouverte quand Daryl est arrivé, mais cela pourrait s'expliquer de plusieurs façons. Cependant, en examinant de plus près le corps, les officiers remarquent des détails qui contredisent l'hypothèse du suicide. Il y a du sang et des cheveux sous les ongles de Sheila. Des éclaboussures de sang autour du lit. Des signes évidents d'une lutte violente. Cette femme s'est battue contre son agresseur. Elle a griffé, frappé, résisté de toutes ses forces. Mais cela n'a pas suffi. Les officiers commencent à sécuriser la scène de crime. Ils savent maintenant qu'ils ont affaire à un homicide. Mais dans leur examen initial, ils vont commettre une erreur cruciale. Sous le corps de Sheila se trouve une montre d'homme. À ce stade de l'enquête, personne ne reconnaît son importance. Elle est photographiée avec le reste de la scène, mais pas immédiatement identifiée comme un élément clé. Cette montre, laissée par accident dans la panique de l'attaque, va finalement devenir l'une des preuves les plus importantes pour résoudre cette affaire. Mais pour l'instant, les enquêteurs se concentrent sur autre chose. Le comportement de Daryl Tempene. Le frère de la victime est automatiquement devenu leur premier suspect. Et il y a de bonnes raisons à cela. Daryl a montré une certitude troublante quant au fait que sa sœur avait été assassinée avant même que les paramédicaux n'aient confirmé quoi que ce soit. Quand il a appelé le 911, il n'a pas dit qu'elle avait peut-être eu une crise cardiaque. Il n'a pas dit qu'elle était simplement inconsciente. Il a immédiatement déclaré qu'elle avait été assassinée. Comment pouvait-il le savoir? Les détectives décident de l'interroger sur place. Daryl leur raconte qu'il a vu sa sœur la veille. Le dernier message qu'il a reçu d'elle était à 19h09. Il dit que Sheila n'avait aucun problème mental ou physique particulier. Elle n'était pas dépressive. Elle n'avait pas d'ennemis. Mais lorsque les officiers lui demandent de décrire ce qu'il a vu en entrant dans la maison, les descriptions de Daryl sont extrêmement détaillées et graphiques. Il parle de la position du corps, du sang, de la façon dont les vêtements de sa sœur étaient déchirés. Il mentionne qu'il lui a crié dessus et qu'elle n'a pas bougé. Puis il est simplement parti et a appelé la police. Ce qui est troublant, c'est ce que Daryl n'a pas fait. Il n'a jamais mentionné avoir tenté de réanimer sa sœur. Il n'a pas essayé la réanimation cardio-pulmonaire. À ce stade, les officiers ne savent pas encore que Sheila était morte depuis des heures et qu'aucune intervention n'aurait pu la sauver. Mais Daryl ne pouvait pas le savoir non plus. Un frère aimant n'aurait-il pas au moins essayé? Pour le jeune tueur qui observe depuis sa fenêtre, c'est une chance incroyable. Il vient de gagner son premier coup de chance. La police a un suspect, et ce n'est pas lui. C'est Daryl Tempene, le frère de la victime. Dans toute bonne mise en scène de meurtre, il faut un bouc émissaire. Et involontairement, Daryl vient de remplir ce rôle parfaitement. L'interrogatoire de Daryl se termine. La scène de crime est sécurisée. Les officiers retournent au commissariat pour attendre les résultats de l'autopsie. Mais en quittant la maison, ils vont négliger cette montre cruciale. Ils ne réalisent pas encore qu'elle appartient à un garçon de 13 ans qui vit juste à côté. Un garçon qui pense avoir réussi à déjouer la police. Une semaine entière s'écoule. 7 jours pendant lesquels les enquêteurs attendent impatiemment les résultats de l'analyse médico-légale et de l'ADN. 7 jours pendant lesquels le véritable tueur continue sa vie quotidienne, convaincu qu'il a commis le crime parfait. 7 jours pendant lesquels la famille de Sheila attend désespérément des réponses. Puis, finalement, les résultats arrivent. Et ils changent tout. L'analyse médico-légale confirme que Sheila Tempene a subi un traumatisme contondant à la tête et au cou. Mais la cause principale de décès est la strangulation. Quelqu'un l'a étranglée jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ce n'était pas un accident. Ce n'était certainement pas un suicide. C'est officiellement un homicide. Mais les résultats révèlent également quelque chose d'encore plus crucial. Sheila s'est battue. Sur ses mains et sous ses ongles, les techniciens ont trouvé des traces de sang et des touffes de cheveux. L'ADN appartient à un homme inconnu. Un homme qui n'est pas dans leur base de données.
Un homme qui a des blessures fraîches quelque part sur son corps. Des égratignures, des griffures laissées par les derniers moments désespérés de Sheila alors qu'elle luttait pour sa vie. Avec ces découvertes troublantes, il n'y a plus aucun doute. C'est un meurtre. Et quelque part dans ce petit village, se trouve un tueur avec des marques révélatrices sur son corps. Tôt le lundi matin, les officiers retournent dans le quartier. Ils commencent à faire du porte-à-porte. Leur stratégie est simple. Ils cherchent quelqu'un que Sheila aurait pu offenser. Quelqu'un avec un motif. Et surtout, quelqu'un avec des blessures défensives récentes. Des égratignures. Des coupures. Des marques de griffures. Ils prélèvent également des échantillons d'ADN de toute personne qui accepte volontairement de coopérer. Ce sont des échantillons d'élimination, destinés à réduire la liste des suspects. Pendant qu'ils frappent aux portes, ils recueillent également les impressions du voisinage. Et ce qu'ils entendent renforce leur suspicion initiale. Plusieurs voisins murmurent la même théorie. Ils pensent que le frère l'a fait. Daryl Tempene. Les rumeurs se répandent rapidement dans une petite communauté. Pour les enquêteurs, cela devient leur seule véritable piste. Une équipe dirigée par l'agent spécial Richard Ward fait une visite surprise chez Daryl, qui vit à moins d'1 mile de la maison de sa sœur. Quand ils arrivent, ils découvrent que la situation de vie de Daryl est inhabituelle et chaotique. La maison est encombrée de boîtes et d'objets divers. Daryl explique qu'il vient de perdre sa mère et qu'il essaie encore de mettre de l'ordre dans ses affaires. Et maintenant, il doit faire face au meurtre de sa sœur. L'agent Ward est compréhensif mais professionnel. Il demande à Daryl de lui montrer son torse, de vérifier s'il y a des égratignures. Daryl accepte. Il n'y a rien. Pas de marque. Pas de blessure défensive. L'ADN de Daryl est également prélevé et analysé. Les résultats reviennent. Il ne correspond pas à l'ADN trouvé sous les ongles de Sheila. Daryl Tempene est officiellement éliminé en tant que suspect. L'enquête recule d'un pas et il n'y a personne d'autre qu'ils peuvent relier au meurtre. Sheila n'avait apparemment aucun ennemi. Aucun motif évident. Aucune piste. L'affaire semble dans une impasse. Mais c'est parce que les enquêteurs examinent ce crime de la mauvaise manière. Ils cherchent quelqu'un avec un motif. Une rancune. Une raison logique de vouloir tuer Sheila Tempene. Ce qu'ils ne réalisent pas encore, c'est que ce meurtre n'avait rien de personnel. Il n'y avait pas de motif rationnel. Sheila a été choisie pour une seule raison. Elle était vulnérable. Elle vivait seule. Elle était une cible facile pour quelqu'un qui voulait simplement tuer. Les officiers continuent leur porte-à-porte, frappant à chaque maison du quartier. Ils arrivent finalement à une maison directement en face de chez Sheila, à seulement 50 pieds de distance. Personne n'avait répondu lors de leur première visite. Mais cette fois, la propriétaire, Rebecca Cart, sort pour leur parler. Elle semble coopérative et désireuse d'aider. Elle explique aux officiers qu'elle vit ici avec ses 2 fils. Des jumeaux de 13 ans. Elle mentionne quelque chose qui attire immédiatement leur attention. Dimanche matin, très tôt, vers 6 heures du matin, ils ont dû se précipiter aux urgences. Pourquoi? Parce que l'un de ses fils avait été griffé au visage par leur chat. Les blessures étaient suffisamment graves pour nécessiter des points de suture. Les détectives échangent un regard. Des griffures fraîches. Des blessures au visage. Le timing correspond presque parfaitement au meurtre. Est-ce une coïncidence? Où viennent-ils de trouver leur suspect? À quelques mètres de là, à l'intérieur de la maison, Levi Cart, 13 ans, regarde par la fenêtre du salon. Il voit sa mère parler avec les policiers. La panique commence à s'installer. Il éteint la vidéo YouTube qu'il regardait, monte en courant dans sa chambre et verrouille la porte. Dehors, les officiers demandent à Rebecca s'ils peuvent entrer et parler avec elle et ses fils. Elle accepte. Elle n'a aucune raison de refuser. Après tout, sa famille n'a rien à cacher. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Les détectives entrent dans la maison. Ils voient Hunter Cart, l'un des jumeaux, dans le salon. Il est en train de faire quelque chose sur son ordinateur. Quand il lui demande ce qu'il fait, il répond qu'il édite des vidéos. Rebecca explique que ses fils aiment faire des vidéos pour TikTok. Il demande où se trouve l'autre jumeau. Levi est dans sa chambre. Il ne veut pas sortir. Rebecca va le chercher. Quand Levi finit par sortir, les détectives remarquent immédiatement les blessures sur son visage.
Il y a des égratignures profondes sur son nez, son cou et ses joues. Assez profondes pour avoir nécessité 5 points de suture. Rebecca explique à nouveau l'histoire du chat. Leur chat, Marshmallow, a griffé Levi pendant qu'il dormait. Le chat était assis sur son cou et ils se sont mutuellement effrayés dans l'obscurité. Levi a paniqué, le chat a attaqué, et les blessures étaient graves. Les détectives écoutent poliment. Mais quelque chose ne semble pas correct. Les blessures sont profondes. Trop profondes pour être causées par un simple chat domestique. Et le timing est extrêmement suspect. Le meurtre a eu lieu aux premières heures du dimanche matin. La visite aux urgences était dimanche matin à 6 heures. Cela correspond parfaitement. Mais ce n'est pas seulement les blessures qui éveillent les soupçons des détectives. C'est autre chose. Ces garçons ne sont pas ordinaires. Quand les détectives demandent à Levi ce qu'il faisait dans sa chambre, Rebecca répond qu'il éditait des vidéos de Dexter. Dexter. Une série télévisée sur un tueur en série qui travaille comme analyste médico-légal le jour et assassine des criminels la nuit. Une série qui glorifie la violence, qui enseigne les techniques médico-légales, qui romanticise le meurtre. Les détectives connaissent bien cette série. Et maintenant, ils commencent à réaliser que leur intuition concernant les fils de Rebecca n'était peut-être pas une coïncidence après all. Ils décident de demander la permission de prélever des échantillons d'ADN des 2 garçons. Rebecca accepte sans hésitation. Pourquoi refuserait-elle? Ses fils n'ont rien fait de mal. Mais quand les détectives commencent à prélever les échantillons, ils remarquent une différence marquée dans les réactions des jumeaux. Hunter est totalement coopératif. Il tend la joue, ouvre la bouche, laisse le détective prélever l'échantillon sans broncher. Rebecca aussi est calme et accommodante. Mais Levi est différent. Il est visiblement mal à l'aise. Il hésite. Il dit qu'il a déjà vu assez de médecins récemment et qu'il ne veut pas avoir à faire ça. Les détectives doivent le rassurer, le convaincre que cela ne prendra que quelques secondes. Finalement, Levi accepte. Les échantillons sont prélevés des 2 jumeaux. Mais pendant la conversation qui suit, quelque chose d'encore plus étrange se produit. Hunter commence à parler de choses que personne ne lui a demandé. Il mentionne les cicatrices chirurgicales sur le dos de Levi. Il insiste sur le fait que lui et son frère sont beaucoup plus matures que la plupart des enfants de leur âge. Il dit que son frère en particulier en sait beaucoup sur la police et le système judiciaire parce qu'il veut rejoindre les marines quand il sera plus âgé. Levi regarde son frère avec un regard long et froid. Un regard qui met les détectives mal à l'aise. Pourquoi Hunter révèle-t-il toutes ces informations sans qu'on le lui demande? Essaie-t-il d'aider? Ou essaie-t-il de détourner l'attention? Les détectives posent également des questions sur les événements de dimanche matin. Les 2 frères décrivent leurs souvenirs de ce jour-là. Et curieusement, ils utilisent tous les 2 exactement le même mot pour décrire l'expérience. Ils disent que c'est un flou. Tout est flou. C'est un mot intéressant à utiliser. Des événements traumatisants peuvent certainement affecter la mémoire. Mais est-ce vraiment traumatisant d'être griffé par un chat? Ou y a-t-il autre chose qu'ils essaient de flouter dans leurs esprits? Levi continue de surexpliquer l'incident. Il ne se contente pas de dire que le chat l'a griffé. Il donne des détails exhaustifs. Le chat dormait sur son cou. Toutes les lumières étaient éteintes. Ils se sont effrayés mutuellement. Il a paniqué. Il est allé dans la douche pour nettoyer le sang. Et puis, à cause de son handicap, il a glissé et est tombé, se cognant la tête contre le tuyau de la douche, ce qui a aggravé les blessures. Les détectives écoutent tout cela. Et ils remarquent le schéma. Levi est en train de surexpliquer. C'est un signe classique de tromperie. Lorsque quelqu'un dit la vérité, il donne généralement une explication simple et directe. Mais lorsque quelqu'un ment, il a tendance à ajouter trop de détails, à anticiper les questions, à combler tous les trous possibles dans l'histoire avant même qu'on ne les lui demande. À la fin de l'entretien, les jumeaux ne ressemblent plus à des témoins ordinaires aux yeux des détectives. Leur fascination pour le true crime, pour des émissions sanglantes comme Dexter, leurs souvenirs flous, et bien sûr, les égratignures inexplicables sur le visage de Levi, tout cela pointe vers quelque chose de profondément troublant. Les détectives repartent avec les échantillons d'ADN. Maintenant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre. Attendre que les résultats reviennent du laboratoire. Attendre de voir si l'ADN trouvé sous les ongles de Sheila Tempene correspond à celui de l'un de ses garçons. Ou des 2. Si vous trouvez cette enquête aussi fascinante que nous,
prenez un moment pour laisser un like sur cette vidéo et vous abonner à les carnets cachés du True Crime. Nous publions régulièrement des analyses approfondies sur les affaires criminelles les plus intrigantes et complexes. Votre soutien signifie énormément pour nous. Le lendemain, les résultats d'ADN arrivent au commissariat de police de Fairfax. Les enquêteurs ouvrent le rapport avec impatience. Ceux qui lisent les laissent sans voix. L'ADN trouvé sous les ongles de Sheila Tempene correspond à celui des fils de Rebecca Cart. Mais il y a un problème. Un problème extraordinairement rare. Les jumeaux de Rebecca sont des jumeaux identiques. Et les jumeaux identiques partagent exactement les mêmes marqueurs STR, les mêmes séquences génétiques qui sont utilisées dans les tests ADN standards. Cela signifie que le laboratoire ne peut pas distinguer l'ADN de Levi de celui de Hunter. Les deux correspondent. Techniquement, l'un ou l'autre pourrait avoir été présent sur la scène de crime. Ou peut-être les deux. C'est une situation que les enquêteurs rencontrent rarement dans leur carrière. Comment résoudre un meurtre quand vous savez que l'un de vos deux suspects était présent, mais que la science ne peut pas vous dire lequel? Les détectives se retrouvent face à un dilemme extraordinaire. Ils ont deux garçons de 13 ans. Tous deux suspects. Tous deux potentiellement coupables. Mais ils n'ont pas assez de preuves pour détenir formellement l'un ou l'autre. Ils ne peuvent même pas être sûrs qu'un seul d'entre eux était impliqué. Peut-être que les deux frères ont travaillé ensemble. Peut-être que l'un a commis le meurtre tandis que l'autre a aidé à le couvrir. Ou peut-être qu'un seul est coupable et que l'autre ne sait absolument rien. Mais malgré la confusion, les détectives commencent à analyser ce qu'ils savent. Levi a une paralysie cérébrale. Un handicap qui affecte sa mobilité et sa force physique. Serait-il même capable physiquement de maîtriser une femme adulte, même une femme âgée? Sheila s'est battue. Elle a résisté. Elle a griffé et frappé son agresseur. Cela aurait nécessité une force considérable pour la maîtriser et l'étrangler jusqu'à la mort. Levi, avec sa condition médicale, pourrait-il vraiment accomplir cela seul? D'un autre côté, Hunter est physiquement plus fort. Il n'a pas de handicap. Il partage le même intérêt morbide pour le true crime que son frère. Il est tout aussi capable intellectuellement. Peut-être que les détectives ont fait une erreur en le traitant comme un simple témoin plutôt que comme un suspect. Mais il y a un autre facteur qui joue en faveur des enquêteurs. L'âge des suspects. Ces garçons n'ont que 13 ans. Malgré toute leur fascination pour le crime, malgré toutes les vidéos YouTube qu'ils ont regardées, malgré toute leur prétendue maturité, ce sont toujours des enfants. Et les enfants font des erreurs. Ils parlent à leurs amis. Ils se vantent sur les réseaux sociaux. Ils laissent des traces numériques. Ils commettent des erreurs stupides que les criminels adultes éviteraient. Si l'un de ces garçons est le tueur, il y a de fortes chances qu'il ait laissé des preuves quelque part. Sur son téléphone. Sur son ordinateur. Dans sa chambre. Dans son journal intime. Les détectives savent qu'ils ont une cause probable pour obtenir un mandat de perquisition. Mais ils n'ont pas assez pour détenir formellement Rebecca ou l'un de ses fils. Cela signifie qu'ils doivent être extrêmement prudents. Ils ne peuvent pas laisser la famille réaliser à quel point ils sont soupçonnés. S'ils se rendent compte qu'ils sont les principaux suspects, ils pourraient demander un avocat. Ils pourraient cesser de coopérer. Ils pourraient détruire des preuves. L'enquête entière pourrait s'effondrer. Les détectives élaborent un plan. Ils vont retourner à la maison Cart. Ils vont essayer de convaincre Rebecca d'amener volontairement ses fils au commissariat pour d'autres questions. Une fois qu'ils auront quitté la maison, les enquêteurs pourront exécuter le mandat de perquisition et fouiller chaque centimètre de la propriété à la recherche de preuves. C'est un plan risqué. Une improvisation. S'ils disent la mauvaise chose, s'ils poussent trop fort, s'ils éveillent les soupçons de Rebecca, tout pourrait s'écrouler. Mais c'est leur meilleure chance. Alors, à l'heure du dîner, plusieurs véhicules de police se dirigent vers la maison Cart. Quand Rebecca et ses fils voient arriver plusieurs voitures de police, leur niveau d'anxiété monte immédiatement. La famille venait juste de s'asseoir pour dîner. Maintenant, il y a des policiers à leur porte. Les détectives n'ont pas de plan solide. Ils improvisent. Ils frappent à la porte. Rebecca ouvre, confuse et inquiète. Les détectives lui disent qu'ils ont besoin de parler avec elle et ses fils. Ils aimeraient qu'ils viennent tous au commissariat de police. Rebecca demande immédiatement si elle a besoin d'appeler un avocat. Elle commence à se sentir nerveuse. Les détectives essaient de minimiser la situation.
Ils disent qu'elle est libre de le faire si elle le souhaite, mais que ce n'est qu'une conversation. Juste quelques questions de suivi. Rebecca n'est pas convaincue. Elle demande s'ils sont obligés d'y aller maintenant. Les détectives répondent évasivement. Techniquement, non. Mais ils apprécieraient vraiment leur coopération. Rebecca peut sentir que quelque chose ne va pas. Elle demande ce qui se passe. Pourquoi ont-ils besoin de parler spécifiquement à ses fils? Les détectives ne veulent pas répondre directement. Ils suggèrent d'en parler dehors. Rebecca, Hunter et Levi sortent tous. Les détectives disent qu'ils ont des photos à montrer. Des choses dont ils veulent discuter. Ils promettent d'expliquer davantage une fois qu'ils seront au commissariat. Rebecca continue de poser des questions. Sommes-nous sous le coup d'une enquête pour quelque chose? Sommes-nous soupçonnés? Les détectives continuent d'éviter de donner des réponses directes. Ils veulent juste parler. Ils pensent que la famille peut les aider à éclaircir beaucoup de choses. Finalement, d'une manière ou d'une autre, malgré la maladresse de la situation, malgré les soupçons croissants de Rebecca, la famille accepte d'aller au commissariat. Les garçons sont placés dans des voitures de police séparées. Les caméras corporelles des officiers capturent leur conversation pendant le trajet. Hunter et Levi parlent entre eux, visiblement confus et nerveux. « Je ne sais pas ce qui se passe », dit l'un. « Moi non plus », répond l'autre. Ils remarquent le nombre de véhicules de police qui sont apparus. « Pourquoi ont-ils envoyé autant de voitures ?» demande l'un. « Peut-être que c'est une tactique d'intimidation », suggère l'autre. « Mais pourquoi voudraient-ils nous intimider? Nous n'avons rien fait. » Les garçons semblent authentiquement perplexes. Ou peut-être sont-ils simplement de très bons acteurs. Pendant le trajet, les jumeaux restent silencieux la plupart du temps. Ils ont vu cette tactique dans des émissions policières. Ils savent que la police essaie souvent de faire parler les suspects dans la voiture, en espérant qu'ils disent quelque chose d'incriminant. Alors ils ne disent presque rien. Ils pensent qu'ils sont plus malins que les détectives. Pendant ce temps, à la maison Carte, une équipe d'enquêteurs commence à exécuter le mandat de perquisition. Ils ont les clés de la maison que Rebecca leur a donnée. Maintenant, ils ont toute la liberté de fouiller partout. Les chambres. Les placards. Les téléphones. Les ordinateurs. Tout. Ils cherchent n'importe quoi qui pourrait relier l'un des garçons ou les deux au meurtre de Sheila Tempene. Au commissariat, les jumeaux sont discrètement escortés par une entrée séparée. Ils sont séparés l'un de l'autre et placés dans des salles d'interrogatoire différentes. Les détectives ont délibérément gardé les frères ensemble jusqu'à présent, espérant que les caméras pourraient capturer quelque chose d'incriminant. Mais les garçons n'ont rien dit. Ils connaissent cette tactique. Ils l'ont vue à la télévision. Rebecca, quant à elle, est amenée dans une autre pièce. C'est seulement maintenant qu'on lui dit que ses fils vont être interrogés sans elle. Et c'est à ce moment que tout explose. Rebecca devient furieuse. Elle exige de savoir ce qui se passe. Elle veut un avocat. Elle veut que ses fils arrêtent d'être interrogés immédiatement. Les détectives essaient de la calmer, mais elle ne veut rien entendre. « Vous ne nous avez pas dit que nous étions détenus », crie-t-elle. « Vous ne nous avez pas dit ce qui se passait. Vous avez pris nos téléphones. Je ne peux même pas appeler un avocat. » Les détectives lui disent qu'elle n'est pas détenue. Elle est libre de partir. Mais ses fils aussi sont libres de partir, insiste un détective. Alors laissez-les partir maintenant, exige Rebecca. Je veux les ramener à la maison. Le détective hésite. Et c'est là que Rebecca réalise la vérité. Ses fils ne sont pas libres de partir. Ils sont suspects. Rebecca sort de la salle d'interrogatoire, cherchant désespérément quelqu'un qui lui dira la vérité. Elle trouve un officier dans le couloir. « Vous les accusez de meurtre ?» demande-t-elle, sa voix tremblante. « Pensez-vous que mes enfants de 13 ans ont tué quelqu'un ?» L'officier essaie de minimiser. « Non, nous essayons juste de découvrir s'ils savent quelque chose. S'ils ont vu quelque chose. » Mais Rebecca ne croit plus rien de ce qu'ils disent. Elle a finalement reçu une copie du mandat de perquisition. Elle le lit. Il dit qu'il perquisitionne sa maison et son véhicule dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Meurtre? Le mot est là, noir sur blanc. Mes fils de 13 ans n'ont tué personne, dit-elle, au bord des larmes. Je sais que vous enquêtez sur ce qui s'est passé en face. Mais pourquoi pensez-vous que ce sont mes enfants? Les détectives continuent d'éviter de donner des réponses directes.
Nous avons trouvé certaines choses. Certains détails que nous devons clarifier. Nous essayons juste de comprendre. Mais Rebecca n'est pas stupide. Elle peut voir à travers leurs euphémismes. Ses fils sont les principaux suspects dans un meurtre. Et elle n'a aucune idée de comment c'est arrivé. Pendant ce temps, dans les salles d'interrogatoire, les deux frères attendent. Ils ne savent pas encore ce qui va suivre. Mais très bientôt, les détectives vont entrer. Et ils vont commencer à poser des questions auxquelles il sera beaucoup plus difficile de répondre. Les détectives ont décidé d'adopter des stratégies très différentes pour chacun des jumeaux. Hunter a été beaucoup plus bavard et coopératif lors de leur première visite. Il s'est volontairement porté volontaire pour parler point et elle a fourni des détails sans qu'on le lui demande. Alors, les détectives décident d'utiliser une approche amicale et décontractée avec lui. Sa salle d'interrogatoire est confortable. La conversation est informelle. Ils veulent qu'il se sente à l'aise. Ils veulent qu'il continue à parler. Levi, en revanche, est placé dans une salle froide et exiguë. Il sera soumis à des tactiques d'interrogatoire dures, normalement réservées aux suspects adultes. Basés sur les égratignures seules, les détectives soupçonnent fortement que Levi est le tueur. Mais ils ne peuvent toujours pas exclure la possibilité que Hunter l'ait aidé. Surtout après avoir appris que Levi a des problèmes de mobilité importants dus à sa paralysie cérébrale. Maintenant, avec un avocat en route vers le commissariat et deux parents furieux qui font les 100 pas à l'extérieur, le temps presse. Les détectives se divisent en deux équipes pour interroger les garçons simultanément. Dans la salle d'interrogatoire de Hunter, un détective entre et s'assoit. Il commence par mettre Hunter à l'aise. Il veut juste qu'il sache qu'il n'est pas en difficulté. Ils veulent juste parler. Hunter dit qu'il ne se sent pas sous pression. Il dit qu'il comprend que ne pas répondre aux questions le rendrait plus suspect, donc il préfère coopérer. Le détective hoche la tête. C'est une bonne attitude. Mais alors, Hunter dit quelque chose d'inattendu. Complètement sans qu'on le lui demande, il commence à parler des égratignures sur le visage de son frère. Gilles ne pense pas que mon frère pourrait faire quelque chose comme ça, dit Hunter. Mais je dois admettre que c'est une très grande coïncidence. Le jour où notre voisine est tuée, mon frère a des égratignures partout sur le visage. Bien sûr, c'était le chat. Nous en avons parlé. Mais les coïncidences sont là. Le détective écoute attentivement. Hunter n'a pas été interrogé sur son frère. Personne ne lui a demandé son opinion sur les égratignures. Pourtant, il a ressenti le besoin d'en parler immédiatement. Pourquoi? Est-ce parce qu'il sait que c'est la preuve la plus évidente contre Levi? Est-il en train d'essayer de protéger son frère en présentant une explication préventive? Ou est-il authentiquement troublé par la coïncidence? Pendant que Hunter parle, la perquisition de la maison Carte progresse. Et les enquêteurs sur place font une découverte cruciale. Sur le lit de Rebecca, ils trouvent le chat de la famille, Marshmallow. Le chat est complètement calme. Pas agressif du tout. Mais plus important encore, ils examinent les griffes du chat. Elles sont petites. Beaucoup trop petites pour correspondre aux blessures profondes sur le visage de Levi. Les blessures qui ont nécessité 5 points de suture. Cette information est immédiatement relayée aux détectives au commissariat. L'histoire du chat commence à s'effondrer. Pendant ce temps, Hunter continue de parler. Il mentionne que son frère avait des marques rouges supplémentaires sur son visage. Il dit que oui, ça a l'air évidemment suspect. Mais encore une fois, il insiste, je ne pense vraiment pas qu'il pourrait faire quelque chose comme ça. Le détective demande si Levi a déjà parlé de blesser quelqu'un. Hunter dit que non. Il décrit Levi comme quelqu'un de calme quand il est contrarié. Il dit que Levi ne se comporte pas bizarrement quand il est déclenché émotionnellement. Il devient juste silencieux. Mais ensuite, Hunter mentionne quelque chose d'intéressant. Il dit que lorsque Levi est rentré à la maison après l'hôpital, il a commencé à pleurer. Il n'a jamais expliqué pourquoi il était déclenché, mais il était clairement bouleversé. Les détectives écoutent tout cela, essayant de déterminer si Hunter est un témoin authentique ou s'il fait partie d'une performance calculée. Ils décident qu'il est temps de montrer à Hunter quelque chose qu'il ne peut pas nier. Quelque chose qu'ils ont gardé caché des jumeaux. Une preuve que les enquêteurs ont initialement négligée mais qui est maintenant l'un des éléments les plus importants de l'affaire. Le détective sort une photo. C'est une image de la scène de crime. Une montre trouvée sous le corps de Sheila Tampenay. « Reconnais-tu ça ?» demande le détective.
Hunter regarde la photo. Son visage change. C'est la montre de Louis, dit-il. C'est la montre de Louis. Le détective montre une autre photo, un plan plus large montrant où la montre a été trouvée. Que penses-tu de ça, demande-t-il. Hunter a du mal à respirer. Il commence à hyperventiler. Le détective lui dit d'essayer de prendre de profondes respirations. Hunter dit, nous n'avons aucune de ces couvertures. Ce n'est pas notre maison. Le détective hoche la tête. Non, ce n'est pas ta maison. C'est la maison de la victime. Hunter semble confus, essayant de traiter ce qu'il voit. Je me souviens qu'il a dit qu'il avait perdu sa montre, dit Hunter. Quand a-t-il dit ça, demande le détective. Après être rentré à la maison, répond Hunter. Le détective demande, comment a-t-il dit ça? Semblait-il inquiet? Hunter réfléchit. Il dit que la façon dont Lévi a dit je ne sais pas où est ma montre ne semblait pas être la façon dont quelqu'un parlerait s'il savait qu'il portait sa montre en commettant un crime. Comme s'il essayait de se convaincre que son frère ne pourrait pas avoir fait cela. Mais les détectives ne lâchent pas. Ils demandent, es-tu en train de dire qu'il a fait exprès de la perdre? Hunter ne sait pas comment répondre. Les détectives continuent. Nous ne connaissons pas son but. Peut-être qu'il a juste fait une erreur. Hunter ne peut pas comprendre. Comment aurait-il même pu faire ça, demande-t-il. Il est handicapé. Comment aurait-il pu se faufiler hors de la maison, entrer dans sa maison, tuer quelqu'un? Les détectives ne répondent pas directement. Ils demandent, est-ce vrai que tu penses qu'il l'a fait? Hunter secoue la tête violemment. Il n'y a aucun moyen qu'il fasse ça, dit-il. Il y a forcément quelqu'un qui a planté des preuves. Il doit y avoir un malentendu. Il n'y a aucun moyen. Ce n'est pas plausible. Le détective mentionne qu'ils ont trouvé des preuves ADN. Hunter demande immédiatement, avez-vous trouvé des preuves ADN? Est-ce vrai? Le détective ne confirme ni ne nie. Mais Hunter commence à s'effondrer. À la pensée que son propre frère jumeau pourrait être responsable du meurtre, il semble complètement bouleversé. Les détectives réalisent qu'il est maintenant trop émotionnel et submergé pour fournir plus d'informations fiables. Ils décident de mettre fin à l'interrogatoire. Malgré l'échec à obtenir une confession complète et le fait qu'ils ne l'ont pas entièrement exclu en tant que suspect, ils ont appris quelque chose d'important. Ils ont obtenu plus d'informations sur Lévi. Et ils ont une confirmation que la montre appartenait bien à son frère. Maintenant, il est temps de se concentrer entièrement sur Lévi. Dans la salle d'interrogatoire de Lévi, l'atmosphère est complètement différente. La pièce est froide. Inconfortable. Les détectives utilisent des tactiques normalement réservées aux criminels endurcis, pas aux enfants de 13 ans. Mais ces détectives ne voient plus Lévi comme un enfant ordinaire. Ils le voient comme un tueur potentiel. Un garçon qui a passé des mois à planifier un meurtre. Un garçon qui pense qu'il peut déjouer la police. Les détectives entrent et commencent par établir un rapport de base. Ils demandent à Lévi s'il sait pourquoi il est là. Lévi répond prudemment. Il sait que quelque chose s'est passé dans la rue. En face de chez lui. Les détectives confirment. Une femme a été assassinée. Nous essayons de découvrir ce qui s'est passé. Lévi hoche la tête. Il dit qu'il a déjà parlé aux enquêteurs du FBI. Il leur a déjà tout raconté sur le chat. Lévi commence à raconter à nouveau l'histoire. Son chat l'a réveillé au hasard alors qu'il dormait. Le chat était assis sur son cou. Toutes les lumières étaient éteintes. Le chat a griffé son visage. Il y avait beaucoup de sang. Beaucoup d'égratignures. Puis Lévi mentionne son handicap. Il explique qu'à cause de sa paralysie cérébrale, il utilise normalement une chaise de douche parce qu'il ne peut pas rester debout longtemps sans devenir très fatigué et risquer de tomber. Mais cette nuit-là, il ne voulait pas faire de bruit et réveiller tout le monde, alors il n'a pas utilisé la chaise de douche. Et il est tombé. Il a glissé et s'est cogné la tête sur le tuyau de la douche. C'est ce qui a aggravé les blessures. Les détectives écoutent tout cela. Ils remarquent à nouveau le schéma de surexplication. Lévi donne beaucoup trop de détails. Il anticipe des questions qui n'ont pas encore été posées. Il comble des trous dans l'histoire avant qu'on ne les lui signale. Mais ce qui intéresse vraiment les détectives, c'est la mention de sa paralysie cérébrale. Ils ont examiné ses dossiers médicaux. Ils savent qu'il a des limitations de mobilité importantes. Des problèmes de fatigue.
Des difficultés avec les tâches physiques. Cela soulève une question cruciale. Levi aurait-il même été physiquement capable de maîtriser Sheila Tempénet? Elle s'est battue. Elle a résisté. Elle a griffé et frappé son agresseur. Cela aurait nécessité une force considérable pour la maîtriser et l'étrangler jusqu'à la mort. Un garçon de 13 ans avec une paralysie cérébrale pourrait-il vraiment accomplir cela seul? Ou peut-être que Hunter, qui est physiquement plus fort et n'a pas de handicap, était celui qui a réellement commis le meurtre. Peut-être que les détectives se sont concentrés sur la mauvaise personne. Mais alors, les mises à jour de la perquisition commencent à arriver. Et elles changent tout. Dans la chambre de Levi, les officiers découvrent un journal. À l'intérieur, il y a des écrits violents. Des références répétées au désir de tuer quelqu'un. Des pages et des pages documentant une obsession pour les tueurs en série. Il y a des livres sur les tueurs en série célèbres. Des impressions d'articles en ligne. Du matériel sauvegardé se concentrant sur des meurtriers infâmes. Et en particulier, il y a une focalisation intense sur Ted Bundy. Le tueur en série notoire qui a assassiné au moins 30 jeunes femmes dans les années 70. Les détectives commencent à réaliser que ce n'était pas juste une curiosité morbide. Au fil du temps, ce qui avait commencé comme un intérêt pour le true crime avait évolué en quelque chose de beaucoup plus sombre pour Levi. Puis viennent les preuves physiques. Dans sa chambre, il trouve une chemise. Lorsqu'elle est testée, elle s'avère être couverte du sang de Sheila Tempénet. Il trouve également des gants qui correspondent à ceux utilisés sur la scène de crime. Et bien sûr, il y a la montre, maintenant confirmée comme appartenant à Levi. Avec toutes ces découvertes, les détectives savent qu'ils ont assez de preuves pour inculper formellement Levi. Mais ils veulent quand même essayer d'obtenir une confession. Ils veulent entendre de sa propre bouche ce qui s'est passé cette nuit-là. Alors, ils décident d'utiliser une tactique risquée. Un mensonge. Les détectives savent que parce que Levi et Hunter sont des jumeaux identiques, l'ADN récupéré sur la scène de crime correspond techniquement aux deux. Ils ne peuvent pas scientifiquement distinguer quel jumeau était présent. Mais ils ne vont pas dire ça à Levi. Au lieu de cela, ils vont mentir. Ils vont lui dire que l'ADN pointe spécifiquement vers lui. Seulement lui. Le détective se penche en avant. Tu as dit que tu n'as jamais été dans la maison de Denise. Jamais. D'accord. Sais-tu ce qu'est l'ADN? En as-tu déjà entendu parler? Levi dit qu'il en a entendu parler. Le détective continue. Alors, nous essayons de comprendre, et je veux que tu m'aides à expliquer ça. Pourquoi ton sang serait dans la maison de Denise? C'est ce que nous essayons de comprendre. Levi hésite. Il demande, comment est-ce mon sang? Le détective répond, c'est ce que nous essayons de découvrir. C'est pourquoi nous sommes même ici en ce moment. Tu te souviens qu'on t'a prélevé des échantillons? Levi hoche la tête. Le détective dit, eh bien, nous avons comparé ça au sang dans la maison. Et ce n'est pas seulement son sang. C'est ton sang mélangé avec le sien. Par des tests ADN. Levi reste silencieux un moment. Puis il dit, je ne sais pas quelle explication je pourrais vous donner ou même inventer qui serait équivalente à la façon dont cela aurait pu se produire. Le détective insiste. Il n'y a qu'une seule personne ici qui sait, et c'est toi. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen qu'une partie de toi puisse être dans cette maison sans que tu n'y aies jamais été. Levi dit lentement, je peux être d'accord avec ça. D'accord. Le détective continue. Alors c'est pourquoi j'ai juste besoin d'une explication sur comment. J'essaie juste de comprendre, tu sais. Levi répond, eh bien, je dois d'abord le comprendre moi-même. Le détective dit, oui. Alors c'est ce que nous devons comprendre ensemble. Tu sais? Peux-tu m'aider avec ça? Levi dit, je ne peux pas si tu ne m'aides pas. Le détective demande, comment t'aider? Levi répond, en me disant la vérité. Le détective dit, je te dis la vérité. Mais Levi ne croit pas entièrement ce que le détective lui dit. Il commence à poser des questions. Comment ont-ils obtenu son sang? Quelqu'un aurait-il pu mettre son sang dans la maison pour une raison quelconque? Le détective demande, quelqu'un aurait-il pu faire ça? Qui le ferait? Levi réfléchit. Il dit, je ne sais pas. Je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai que 13 ans. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un mettrait mon sang dans une maison. Mais qui sait? Puis Levi pose une question qui révèle son irritation croissante.
Y a-t-il d'autres questions que vous avez pour moi ou quoi? Le détective dit qu'ils doivent résoudre ce problème. Mais il ne progresse pas, Lévi ne sait pas. Le détective ne sait pas. Alors ils ne résolvent rien. Le détective essaie une approche différente. Il dit, écoute, je crois sincèrement qu'il y a deux types de personnes dans ce monde. Il y a des monstres. Et il y a des gens qui font des erreurs. Lévi dit qu'il n'est pas d'accord avec cette affirmation. Le détective demande, avec quoi n'es-tu pas d'accord? Lévi répond, je pense juste qu'il y a beaucoup de types différents de personnes dans le monde. Pas seulement des monstres et des gens qui commettent des erreurs. Le détective clarifie. Il simplifie les choses en termes de crimes. De meurtres. Pas seulement des monstres et des gens qui commettent des erreurs. Le détective clarifie. Il simplifie les choses en termes de crimes. De meurtre. Vous êtes une mère, lui dit-il. Il n'y a aucun moyen que vous auriez pu savoir. Mais ces paroles offrent peu de réconfort. La réalité de la situation s'installe lentement. Son fils de 13 ans est accusé de meurtre. Son petit garçon est un tueur. Comment est-ce possible? Comment quelque chose comme ça peut-il arriver? Pendant que Rebecca pleure, les détectives expliquent ce qu'ils ont trouvé. La chemise avec le sang de Sheila. Les gants. Le journal rempli d'écrits violents. L'historique de recherche montrant des mois de planification. Les messages sur les réseaux sociaux se vantant du meurtre. Chaque nouvelle pièce d'information est comme un coup de poignard au cœur de Rebecca. La famille est détruite. Hunter est traumatisé par la révélation que son frère jumeau est un meurtrier. Rebecca est accablée par la culpabilité, se demandant comment elle a raté les signes. Leur père est sous le choc, incapable de comprendre comment leur vie a pu changer si radicalement en si peu de temps. Et la communauté de Fairfax est sous le choc également. Les voisins qui pensaient connaître les cartes, qui pensaient que c'était juste des enfants normaux, doivent maintenant faire face à la réalité terrifiante. Le monstre qu'ils craignaient, le tueur qu'ils imaginaient, n'était pas un inconnu. C'était un garçon de 13 ans qui vivait juste en face. Un garçon qu'ils avaient probablement vu jouer dehors. Un garçon qui semblait absolument normal en surface. Le 10 novembre 2025, Lévi Cart plaide coupable à tous les chefs d'accusation portés contre lui. Meurtre aggravé. Cambriolage aggravé. Strangulation. Il ne conteste pas les accusations. Avec les preuves écrasantes contre lui, son avocat lui a probablement conseillé que plaider coupable était sa seule option. Un procès ne ferait qu'exposer publiquement tous les détails horribles de ce qu'il a fait. Cela forcerait la famille de Sheila à revivre le traumatisme. Et cela ne changerait pas le résultat. Lévi sera reconnu coupable de toute façon. Alors il plaide coupable. Mais à cause de son âge, la sentence de Lévi est limitée par la loi sur la justice juvénile. Il reçoit la peine maximale autorisée en vertu de la loi sur les mineurs. Il restera dans un établissement pour mineurs jusqu'à l'âge de 21 ans. Cela signifie qu'il devrait être libéré en 2033. Seulement 8 ans. 8 ans pour avoir pris une vie humaine. Pour la famille de Sheila Tampenay, ce résultat ne ressemble pas à la justice. Sheila avait 64 ans. Elle avait encore de nombreuses années devant elle. Elle était une sœur aimée, une voisine appréciée, un membre apprécié de la communauté. Sa vie a été brutalement coupée court par un garçon qui voulait simplement savoir ce que ça faisait de tuer. Et ce garçon sera libre à 21 ans. Il aura toute sa vie devant lui. Il pourra recommencer. Il pourra changer de nom, déménager dans une nouvelle ville, et personne ne saura ce qu'il a fait. Lors de l'audience de condamnation, le frère de Sheila, Daryl, fait une déclaration. Il parle de sa sœur. De la personne qu'elle était. De la façon dont elle a été injustement arrachée de ce monde. Il parle de la douleur que sa famille a endurée. Et il parle de sa peur que Lévi Cart ne soit pas réhabilité. Que dans 8 ans, il redeviendra libre de faire du mal à nouveau. L'enquêteur principal de l'affaire fait également une déclaration troublante au tribunal. Il dit au juge, il a fait une erreur. C'était de la chance pour nous qu'il l'ait fait. Mais à l'avenir, va-t-il apprendre de ses erreurs? C'est ce qui m'inquiète. Cette déclaration capture la peur que beaucoup de gens ressentent face à ce cas. Lévi Cart n'a que 13 ans. Mais il a déjà montré la capacité de planifier et d'exécuter un meurtre brutal. Il a montré une fascination pour les tueurs en série. Il a montré un manque d'empathie et de remords. Et maintenant,
il va passer les 8 prochaines années dans un établissement pour mineurs où il aura accès à d'autres jeunes délinquants, à d'autres individus violents, à un environnement qui pourrait soit le réhabiliter, soit le rendre encore plus dangereux. Que se passe-t-il lorsque Levi Cart aura 21 ans? Y aura-t-il un suivi? Y aura-t-il une surveillance? La communauté sera-t-elle informée lorsqu'il sera libéré? Ou sera-t-il simplement libéré dans la société, libre de recommencer sous un nouveau nom, dans une nouvelle ville, où personne ne connaît son passé? Ce sont des questions auxquelles le système de justice juvénile n'a pas de bonne réponse. La loi a été conçue pour réhabiliter les jeunes délinquants, pour leur donner une seconde chance. Mais elle n'a pas été conçue pour gérer quelqu'un comme Levi Cart. Un enfant qui a commis un meurtre prémédité, brutal, apparemment sans motif autre que la curiosité et le désir de tuer. Les experts sont divisés sur la question de savoir si quelqu'un comme Levi peut être réhabilité. Certains soutiennent que le cerveau d'un enfant de 13 ans est encore en développement. Que Levi peut changer. Que avec le bon traitement, la bonne thérapie, la bonne intervention, il peut devenir un membre productif de la société. D'autres soutiennent que les tendances psychopathiques, en particulier celles qui se manifestent si jeunes, sont presque impossibles à traiter. Que Levi représentera toujours un danger pour la société. Sheila Tempene mérite d'être rappelée non pas comme une victime, mais comme une personne. Elle avait 64 ans. Elle avait une vie. Des relations. Une famille qu'il aimait. Son frère Daryl a été dévasté non seulement par sa mort, mais aussi par le fait qu'il a été brièvement soupçonné de l'avoir tué. Imaginez la douleur de perdre votre sœur, puis d'être accusé de l'avoir assassinée. Daryl a dû endurer des rumeurs, des soupçons, l'humiliation d'être interrogé par la police, tout en pleurant la perte de sa sœur. La communauté de Fairfax, Ohio, a également changé à jamais. C'était un petit village tranquille où tout le monde se connaissait. Un endroit où les gens se sentaient en sécurité. Où les portes n'étaient pas toujours verrouillées. Où les enfants jouaient dehors sans surveillance constante. Mais maintenant, cette illusion de sécurité est brisée. Les voisins regardent les enfants de l'autre différemment. Ils se demandent ce qui se passe derrière les portes closes. Ils installent des systèmes de sécurité. Ils verrouillent leurs portes la nuit. L'innocence de la petite ville a disparu. Pour la famille Cart, l'avenir est inimaginablement difficile. Hunter doit vivre avec le fait que son frère jumeau est un meurtrier. Il doit faire face à la culpabilité du survivant, se demandant s'il aurait pu faire quelque chose pour arrêter Levi. Il doit faire face au traumatisme de perdre son frère, pas à la mort, mais à la prison. Il doit reconstruire sa vie, portant le fardeau d'un nom de famille qui sera à jamais associé à un meurtre horrible. Rebecca doit porter le poids de la culpabilité maternelle. Elle se demandera toujours si elle a raté des signes. Si elle aurait pu empêcher cela. Si elle a échoué en tant que mère. Elle doit également élever Hunter, essayer de lui donner une vie normale, tout en faisant face à l'ostracisme de la communauté et au regard constant du public. La famille avait prévu de déménager juste une semaine après le meurtre. Ce déménagement a-t-il finalement eu lieu? Ou ont-ils été forcés de rester, piégés dans une maison et une communauté qui leur rappelle constamment ce qui s'est passé? Les experts en psychologie de l'enfant ont analysé ce cas, essayant de comprendre ce qui a pu pousser un garçon de 13 ans à commettre un meurtre aussi brutal. Les meurtriers juvéniles, en particulier ceux de moins de 14 ans, sont extrêmement rares. Le développement du cerveau à cet âge est encore en cours. La capacité de comprendre pleinement les conséquences des actions, de ressentir de l'empathie, de contrôler les impulsions, tout cela est encore en formation. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné avec Levi Cart? Une partie de la réponse semble résider dans son obsession pour le true crime. Levi passait des heures à regarder des vidéos sur YouTube sur des tueurs en série. Il lisait des livres sur Ted Bundy, Jeffrey Dahmer et d'autres meurtriers notoires. Il recherchait activement comment commettre un meurtre et s'en tirer. Cette consommation constante de contenu violent a apparemment franchi la ligne entre intérêt et obsession, entre curiosité intellectuelle et intention réelle. De nombreuses personnes s'intéressent au true crime. Des millions de personnes regardent des documentaires, écoutent des podcasts, lisent des livres sur des affaires criminelles. Mais pour la grande majorité des gens, c'est simplement un intérêt. Une fascination pour la psychologie humaine, pour les mystères non résolus, pour comprendre le mal. Mais pour une très petite minorité, cet intérêt peut devenir dangereux. Il peut se transformer en une relation parasociale avec les tueurs, en une admiration pour leurs actes, en un désir d'imiter leur notoriété. Levi semble être tombé dans cette dernière catégorie.
Son journal contenait des références répétées au désir de tuer quelqu'un. Pas dans un moment de colère, pas en réponse à une menace, mais simplement parce qu'il voulait savoir ce que c'était. Il voulait vivre le fantasme qu'il avait consommé pendant tant d'heures en ligne. Il y a également la question de sa paralysie cérébrale. Lévi vivait avec un handicap qui limitait sa mobilité, sa force physique, son indépendance. Pour un adolescent, cela peut être incroyablement frustrant. Se sentir impuissant dans votre propre vie. Dépendre des autres pour des choses que vos pairs peuvent faire facilement. Est-il possible que Lévi ait vu le meurtre comme une façon d'exercer un pouvoir ultime? Comme une façon de prouver qu'il n'était pas faible ou impuissant? Que malgré son handicap, il pouvait faire quelque chose que la plupart des gens ne pourraient jamais faire? C'est une théorie. Mais la véritable réponse est probablement plus complexe. Une combinaison de facteurs psychologiques, environnementaux, neurologiques et situationnels qui se sont réunis de la pire façon possible. Du point de vue de l'enquête, ce cas présente plusieurs leçons importantes. Les détectives ont bien fait certaines choses. Ils ont rapidement collecté des échantillons d'ADN. Ils ont utilisé la médecine légale numérique pour découvrir l'historique de recherche et les messages sur les réseaux sociaux de Lévi. Ils ont préservé la scène de crime et collecté des preuves cruciales. Mais ils ont également commis des erreurs. Leur théorie initiale du suicide les a fait perdre du temps précieux. Ils ont négligé la montre sur la scène de crime au début. Leur tentative d'amener la famille au commissariat était maladroite et mal planifiée. Ils ont violé la confiance de Rebecca en ne lui disant pas clairement que ses fils étaient des suspects. Ils ont presque innocenté Hunter trop rapidement simplement parce qu'il était coopératif. Mais peut-être que le défi le plus inhabituel auquel ils ont été confrontés était le problème de l'ADN des jumeaux identiques. C'est une situation que les enquêteurs rencontrent rarement. Comment résolvez-vous un crime lorsque deux personnes partagent exactement la même signature génétique? Heureusement, dans ce cas, il y avait suffisamment d'autres preuves pour identifier Lévi comme le coupable. Mais dans une affaire avec moins de preuves circonstancielles, ce défi aurait pu rendre impossible d'obtenir une condamnation. Malgré le plaidoyer de culpabilité et la condamnation, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Combien de temps Lévi a-t-il planifié ce meurtre? Les entrées de son journal suggèrent que ce n'était pas une impulsion soudaine. C'était quelque chose qu'il envisageait depuis des mois, peut-être même des années. À quel moment son intérêt pour le true crime s'est-il transformé en fantasme de tuer? À quel moment ce fantasme est-il devenu une intention réelle? Et y a-t-il eu des tentatives précédentes? A-t-il essayé de commettre ce crime auparavant et échoué? Ou Sheila était-elle vraiment sa première victime? Pourquoi a-t-il choisi Sheila spécifiquement? Était-ce vraiment aléatoire, une simple question de proximité et de vulnérabilité? Ou y avait-il quelque chose de spécifique chez elle qui en a fait une cible? L'a-t-il observé? A-t-il planifié cela spécifiquement autour de son horaire? Le déménagement de la famille semble avoir créé un sentiment d'urgence. Lévi savait qu'ils allaient déménager dans une semaine. C'était maintenant ou jamais. Mais aurait-il commis ce meurtre de toute façon, même s'il n'avait pas déménagé? Ou le déménagement était-il le catalyseur qui l'a poussé à agir? Qu'en est-il de Hunter? Que savait-il vraiment? Ils vivaient dans la même maison que Lévi. Ils étaient des jumeaux, partageant souvent un lien profond. Hunter a-t-il vu des signes avant-coureurs? A-t-il soupçonné quelque chose? Aurait-il pu arrêter cela s'il avait parlé? Ou était-il vraiment complètement inconscient jusqu'à ce que la police apparaisse à leur porte? La culpabilité qu'il doit ressentir, qu'il soit justifié ou non, doit être écrasante. Et puis il y a la question la plus troublante de toutes. Lévi Cart peut-il être réhabilité? Peut-on enseigner l'empathie à un garçon de 13 ans qui a étranglé une femme âgée à mort? Peut-on traiter les tendances psychopathiques avec une thérapie et des médicaments? Ou Lévi représentera-t-il toujours un danger pour la société? Les 8 prochaines années fourniront peut-être quelques réponses. Mais il est également possible que nous ne sachions vraiment pas jusqu'à ce que Lévi soit libéré en 2033. Et à ce moment-là, il sera peut-être trop tard. Il pourrait avoir appris de ses erreurs. Pas dans le sens de devenir une meilleure personne, mais dans le sens de devenir un meurtrier plus efficace. Il aura accès à d'autres jeunes délinquants en établissement juvénile. Il apprendra de leurs expériences. Il perfectionnera ses méthodes. Et quand il sortira à 21 ans, il pourrait être beaucoup plus dangereux qu'il ne l'était à 13 ans. Cette affaire nous rappelle brutalement que le mal n'a pas toujours un visage reconnaissable. Sheila Tempene n'a pas été tuée par un inconnu qui s'est introduit par effraction dans sa maison.
Elle a été tuée par son voisin. Un garçon qu'elle avait probablement vu grandir. Un garçon qui semblait normal en surface. Un garçon de seulement 13 ans. Pour les parents partout, ce cas soulève des questions inconfortables. Comment surveillez-vous l'activité en ligne de votre enfant sans envahir sa vie privée? À quel point l'intérêt pour le true crime devient-il préoccupant? Quels sont les signes avant-coureurs d'une pensée violente? Et que faites-vous si vous les voyez? Il existe des ressources disponibles. Des lignes d'urgence en santé mentale. Des conseillers scolaires. Des thérapeutes spécialisés dans les troubles du comportement chez les adolescents. Mais le défi est d'identifier le problème avant qu'il ne soit trop tard. Pour les communautés, ce cas sert d'avertissement. Ça peut arriver n'importe où. Pas seulement dans les grandes villes. Pas seulement dans les quartiers dangereux. Mais dans de petits villages tranquilles où tout le monde pense se connaître. Où les gens croient être en sécurité. La vérité est que vous ne savez jamais vraiment ce qui se passe derrière les portes closes. Vous ne savez jamais vraiment ce qui se passe dans l'esprit de vos voisins. Faites confiance à vos instincts. Si quelque chose semble étrange, signalez-le. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Cela pourrait sauver une vie. Sheila Tempene méritait mieux. Elle méritait de vivre ses dernières années en paix. Elle méritait de se sentir en sécurité dans sa propre maison. Elle méritait de ne pas être choisie comme victime par un garçon qui voulait simplement savoir ce que ça faisait de tuer. Sa vie avait de la valeur. Sa mort n'était pas seulement une statistique. C'était une tragédie. Une perte qui a dévasté sa famille et secoué toute une communauté. En 2033, Levi Cart sera libéré de l'établissement pour mineurs. Il aura 21 ans. Il aura passé 8 ans en détention. 8 ans à réfléchir à ce qu'il a fait. Ou 8 ans à planifier ce qu'il fera ensuite. Les enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire craignent que Sheila Tempene ne soit pas la dernière victime de Levi Cart. Ils craignent qu'elle ait été sa première. L'enquêteur principal a déclaré au tribunal qu'il avait fait une erreur. Que c'était de la chance qu'il ait laissé derrière lui cette montre, cette chemise ensanglantée, ces gants. Mais à l'avenir, apprendra-t-il de ses erreurs? Deviendra-t-il plus prudent? Plus méticuleux? Plus efficace? Ce sont des questions terrifiantes. Et nous ne connaîtrons les réponses que lorsqu'il sera trop tard. Si cette affaire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir aux questions complexes de justice juvénile, de santé mentale et de sécurité communautaire, je vous encourage à vous abonner à Les Carnets Cachés du True Crime et à laisser un like sur cette vidéo. Nous continuerons à explorer les affaires criminelles les plus troublantes et importantes, toujours avec respect pour les victimes et leurs familles. Merci de nous avoir regardés. Et souvenez-vous, restez vigilants, restez en sécurité, et n'oubliez jamais que les monstres ne ressemblent pas toujours à ce que nous imaginons. À la mémoire de Sheila Tempene. 1960 à 2025. Sœur, voisine, amie bien-aimée. Partie trop tôt. Jamais oublié.